les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Zé, commune rurale productrice d'ananas et de palmiers à huile, accueille Patrice Talon. Le chef de l'État a été chaleureusement reçu dans cette commune par les populations. Vous en saurez un peu plus dans ce journal. Les parties prenantes impliquées dans le règlement de service de la SBEE se réunissent depuis ce matin, une séance qui coïncide avec la réunion du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Et puis l'agriculture écologique et biologique était en débat au ministère de l'Agriculture. C'était au cours d'une séance qui a eu lieu ce mardi. Les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de cette édition spéciale sur la télévision nationale. Une édition au cours de laquelle nous recevrons Dario Degboué, secrétaire général de la Haute Cour de justice. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Nous parlerons de ce colloque international qu'organise la Haute Cour de justice dès demain. Mais avant, intéressons-nous à la tournée du chef de l'État qui se poursuit. Je vous l'annonçais dans les titres. Le président de la République s'est rendu à Zé, une commune rurale, grande productrice d'ananas et de palmiers à huile. La population de Zé était très heureuse de recevoir le président Patrice Talon. William Stocky, Jean Nombime et Mohamed Biyo, compte rendu. Elle fait partie du grand complexe des communes productrices de cette spéculation phare du Bénin, l'ananas. Elle est aussi au cœur de la production du palmier à huile, l'autre filière qui retrouve ses lettres de noblesse après la renaissance des CAR, les coopératives d'aménagement rural,
Une renaissance rendue possible grâce à la détermination du président de la République. Aujourd'hui, l'occasion rêvée est offerte à Zé et à sa population pour dire merci. Cette courageuse action salutaire a permis l'instauration sur le périmètre d'un climat de paix, de sécurité et de bonne gouvernance, ayant comme heureuse perspective de renaissance de la filière de palmiers à huile qui a connu depuis plus de 20 ans une crise majeure. Un dénouement heureux qui redonne espoir aux producteurs de Zé. Cette population est d'autant plus honorée, dira le maire, plus de 42 ans déjà qu'un chef d'État a foulé le sol de cette collectivité locale. À travers cette initiative, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez une fois encore de marquer la rupture. En effet, avec votre accession à la magistrature suprême le 6 avril 2016 et le lancement le 16 décembre 2016 du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, le Bénin s'est résolument engagé dans l'ère des grandes réformes, mais aussi des grandes réalisations jamais enregistrées depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960. En toute modestie, Patrice Talon reconnaît que peu de choses sont visibles en matière de réalisation du PAG dans la commune de Zé. Mais il invite cette population à constater tout de même que les lignes ont bougé et positivement dans le pays. Plus de 2 heures d'horloge d'échanges francs et directs avec ses concitoyens de Zé. Une commune plus que jamais conquise par les réalisations et par la volonté de Patrice Talon à hisser le Bénin au rang des pays émergents. Patrice Talon était dans le grenier du département de l'Atlantique. Plutôt que d'y parler essentiellement agriculture, le chef de l'État a lancé un nouveau message à tous ses compatriotes. James William Bagedi, Ernest Etegou et Mohamed Bio. « 7 décembre 2020, commune de Tofo. C'est l'histoire d'une trilogie qui ne se racontera pas. L'histoire d'abord de cet arbre singulier, baobab fétiche estimé, trônant à l'entrée de la ville éponyme, chef-lieu de la commune de Tofo. L'histoire ensuite de ce stade omnisport hier rêvé, aujourd'hui à un taux de réalisation physique de 85%, donnant l'assurance aux jeunes de la commune de pouvoir s'adonner sous peu à leurs loisirs sportifs favoris. L'histoire enfin de cette gare ferroviaire désaffectée, vestige d'une époque coloniale et postcoloniale, mais à proximité de laquelle s'érige un gigantesque marché moderne d'1 millier de places au profit des femmes de Ouéghbo, arrondissement le plus commercial du grenier du département de l'Atlantique que revendique être Tofo. La première citoyenne de la commune, à l'occasion de s'adresser au président de la République en visite sur place, ne pouvait avoir que des mots de gratitude et pour cause. Les Tofonous, naguère, s'alimentaient de promesses et s'abreuvaient d'espoir. Mais avec l'avènement de la rupture, ils notent aujourd'hui avec satisfaction qu'à Tofo, comme partout sur le territoire national, les promesses ont fait place aux actions et les espoirs aux réalités. 7 grands chantiers ont été ouverts dans la commune de Tofo, certains achevés et d'autres en cours de réalisation. Il s'agit de la réhabilitation et la mise en service du poste de péage et pesage de Ouéghbo, les travaux de modernisation du marché de Ouéghbo, la construction d'un stade omnisport de Tofo, dont le niveau d'exécution actuel est très avancé. Il y a également les travaux d'ouverture et de bitumage de la route Tofo-Lalo
la loi Gbanizou Abomey, dont les travaux ont pris corps récemment sur le territoire de Tofor et avancent à grands pas. La dotation des collèges de Koli, Damé, Serfoué et Tofor Centre en 20 salles de classe et 24 cabines de toilettes modernes. La dotation des femmes revendeuses d'ananas de Damé en infrastructures marchandes modernes éclairées à l'énergie solaire dans le village de Kémé. Il y a le reboisement de 2000 hectares de périmètre forestier au sein de la Lama, engendrant ainsi beaucoup d'emplois et le bien-être des populations riveraines. Patrice Talon est fier de l'œuvre accomplie. Mais plus encore, le chef de l'État compte sur ses compatriotes de Tofor et d'ailleurs pour ne jamais laisser le Bénin retomber dans les travers de la guerre. Et pour cela, plus question de célébrer le vice au détriment de la vertu. On célèbre nos travers et la vertu, l'effort, le respect de la chose commune ne font plus la célébrité de nos concitoyens. On n'est pas célèbre par ses vertus, par son dévouement. On est célèbre par ce qui visiblement relève de la fraude, du vol, de nos travers. Je n'invite pas mes concitoyens à la délation, mais j'invite mes concitoyens à la veille pour défendre le bien commun, pour être le gardien du temple. Nous avons commencé à construire notre pays. Nous ne permettrons plus que les choses se passent autrement désormais. Et c'est un message d'exhortation que je voudrais ici aussi adresser aux uns et aux autres. Soyons le garant de notre bien commun, le garant de nos efforts, le garant de notre renaissance. Le prochain président du Bénin et les prochains ministres et les députés de demain et les maires de demain, si nous leur montrons tous que de telles choses ne sont plus acceptables, ils vont respecter. Ils vont faire comme on a commencé à faire aujourd'hui. Et notre pays, très vite, bientôt, sera un pays développé. Nous n'allons plus célébrer nos travers. Chaque fois qu'ils en ont l'occasion, certains des bénéficiaires des réformes et plus largement de la gouvernance Talon s'extasient d'admiration. Tofor est rassuré et son roi encore plus. La dynamique engagée par le gouvernement depuis 2016 et qui impacte si massivement chaque localité ne manquera pas de sortir la commune de ses autres difficultés. La tournée nationale qu'effectue le chef de l'État l'a aussi conduit à Alada. Le bilan de la gouvernance a été passé au peigne fin sur fond de satisfaction et d'engagement à préserver les acquis. Les précisions de Jérôme Hongbo, Mathieu Sokenou et Mohamed Bion. Alada, terre d'Adjarouto et de l'emblématique Toussaint l'Ouverture. C'est cette ville génitrice d'Abomey et de Porto-Novo qui accueille le chef de l'État. Il y a 5 ans, tard dans la soirée, Patrice Talon avait fait un pari par ici. Aujourd'hui, la concrétisation se dessine progressivement, car Alada représente quelque chose de spécial pour le chef de l'État. Nous avons commencé il y a 5 ans bientôt à prendre notre pays en main. Nous avons pris un pari. Vous vous rappelez cette soirée, cette nuit que nous avons passée ensemble? Vous savez combien je porte Alada dans mon cœur. Vous savez combien je porte Alada dans ma raison. Je suis désormais ici à Alada, sur le plateau d'Alada, qui symbolise désormais pour le Bénin entier notre éveil économique. Les réalisations du programme d'action du gouvernement dans le plateau d'Alada en ont, entre autres, la construction du pont de Long à Gomé, reliant les villes de Bopa et d'Alada,
La réfection des pistes de desserte rurale, l'électrification de plusieurs villages à travers le projet PIRA, la construction de la caserne militaire ultramoderne d'Arouananzon, l'hôpital de zone Alada Zé Tofo, le règlement définitif de la crise au sein de la coopérative d'aménagement rural, l'effectivité des cantines scolaires, l'élargissement de la carte sécuritaire, la valorisation internationale de la filière ananas, mais Alada est toujours demandeuse de projets pour un meilleur positionnement. Le bitumage de la route Ouida, Pamassé, Alada et Togudo Sekou. La construction de la cité administrative, du centre de formation pour l'administration locale et des logements sociaux. La construction du musée Toussaint-Louverture et l'aménagement de la place Toussaint-Louverture d'Alada. L'éclairage public au niveau des 2 dépressions d'Alada. Vous avez entendu avec moi qu'il a pu diagnostiquer les réels maux qui minaient notre filière palmier à huile. Les réels maux qui minaient notre cher et beau pays, le Bénin. Moi, j'aborde et je soutiens surtout quand il a dit d'ici là, désormais, les huileries vont pleuvoir pour que notre matière première, les noix de palmier à huile, soient transformées et que nous puissions avoir de valeur ajoutée désormais dans la filière palmier et accompagner les coopérateurs pour que leur production les amène à s'autosuffire. Lorsque vous avez servi un peuple, après un mandat qu'on vous a accordé, il faut que tu viennes leur dire comment tu as fait, ce que tu as pu faire pour ce peuple. Je crois que c'est dans ce cadre qu'il est venu pour nous dire ce qu'il a pu faire pour le Bénin dans divers domaines. J'ai une bonne impression. Je suis fier parce que je suis un artisan de première heure et je suis satisfait dans ma peau que je ne me suis pas trompé. Pour le moment, nous sommes contents, très satisfaits. Alors il dit qu'il va revenir très prochainement pour parler de l'avenir. Le Bénin est déjà sur les rails de son développement et Adaoussa peut s'estimer prise en compte et voir dans les prochains jours sortir de terre les projets innovants avec pour objectif la lutte contre le chômage, l'entrepreneuriat agricole, la formation professionnelle, l'éducation pour l'emploi, l'assainissement du cadre de vie, la protection sociale, la promotion des valeurs culturelles et artistiques. On prend tout de suite la direction de l'Assemblée nationale. Le projet de loi de finances 2021 a été adopté à l'unanimité. Le projet de loi promet de réserver une part belle au social, mais surtout de renforcer la résilience de l'économie nationale. Guillaume Avienou. Un vote à l'unanimité qui sanctionne l'étude du projet de loi de finances 2021 au Parlement. Un projet équilibré en ressources et en dépenses à la somme de 2 452 192 millions de francs CFA, en augmentation de 13,15% comparé à celui de 2020 avec un taux de croissance de 6% du PIB, le produit intérieur brut. Les grandes orientations de ce projet de loi sont selon le Parlement cohérentes par rapport aux réformes engagées par le gouvernement depuis 2016 pour la relance et la durabilité de la croissance économique. C'est un projet porté par le double défi du renforcement de la résilience de l'économie nationale et de sa relance face aux chocs exogènes, référence faite à la fermeture des frontières du Nigeria avec le Bénin et le Covid-19, ainsi que la consolidation budgétaire et le renforcement du modèle social en cours de construction au Bénin, argumente l'exécutif représenté par le ministre d'État en charge du plan Abdoulaye Biotchane et le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï. D'ailleurs, 47,27% du montant prévu va être investi dans les secteurs sociaux tels que
la santé, l'éducation, la protection sociale, l'environnement, l'assainissement, les loisirs et le sport, pour ne citer que ceux-ci, contre 27,5%. La moyenne entre 2016 et 2019 ont fait constater certains soutiens de l'exécutif au Parlement. Un projet de loi de finances qui intègre le budget général de l'État, mais aussi des transferts de ressources monétaires pour la prise en charge de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 et pour soutenir les petites et moyennes entreprises, les commerçants, mais aussi les artisans durement touchés par le coronavirus. Je vous l'annonçais en début de journal, la Haute Cour de justice du Bénin organise dès demain un colloque international sur le thème « Responsabilité civile et pénale des membres de l'exécutif devant les juridictions nationales en Afrique francophone ». Pour comprendre les tenants et aboutissants de ce colloque, je reçois Dario Degwe, secrétaire général de la Haute Cour de justice. À nouveau, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, monsieur Degwe, quels sont les objectifs de cette rencontre ? Alors après 19 ans d'existence, puisque la Haute Cour de justice a été installée en 2001, instituée par la Constitution de 90, nous avons jugé bon de faire un point sur les difficultés que nous pouvons rencontrer dans l'exercice de nos attributions essentiellement juridictionnelles. C'est pour cela que nous avons considéré qu'il fallait jeter un regard dans le miroir et savoir ce qui a plus ou moins bien fonctionné et envisager des solutions, des perspectives d'évolution pour ce qui a moins bien marché. Alors, responsabilité civile et pénale des membres de l'exécutif devant les juridictions nationales en Afrique francophone, c'est le thème que vous avez choisi. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème ? Eh bien, le thème s'imposait par lui-même, j'ai envie de dire, puisque c'est le cœur de nos attributions. La Constitution qui crée la Haute Cour de justice aux articles 135 et suivants la rend compétente pour juger le président de la République et les ministres à raison des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Donc il s'agit de responsabilité civile et de responsabilité pénale. Donc on est au cœur des attributions juridictionnelles de la Haute Cour de justice du Bénin, mais en règle générale des hautes cours de justice des pays de l'Afrique francophones auxquels ce colloque est ouvert et qui se sont annoncés, qui sont présents au Bénin pour y participer. Alors, c'est un colloque qui va durer 2 jours. Quelles sont les communications prévues ? Alors, durant les 2 jours, nous avons décidé de commencer par la responsabilité vue d'ailleurs, puisqu'on décide de s'ouvrir sur le monde, c'est important. La Haute Cour de justice est une institution qui, plus ou moins, avec des dénominations diverses, existe à l'étranger, en Afrique. Donc on commencera par étudier les origines de ces privilèges de juridiction, parce que c'est là qu'il s'agit, privilèges et immunités juridictionnelles. Ensuite, on verra comment est-ce que cela se passe à l'étranger, dans le monde occidental et au-delà. On fera ensuite, on focalisera l'attention sur les juridictions africaines, la composition de ces hautes cours, les procédures applicables devant elles, le financement des hautes cours de justice, et puis on finira par un regard croisé entre plusieurs disciplines, sociologie, sciences politiques, donc des politistes, droit international, droit privé, histoire du droit, pour savoir si, en définitive, les modalités de mise en œuvre de la responsabilité politique et pénale de nos gouvernants devant les juridictions nationales correspondent à ce qui doit être et à ce qui est admissible dans une société avec ses spécificités en termes d'histoire, de sociologie, etc. À part les spécialistes, qui sont les autres participants à cette rencontre ? Alors, nous comptons 2 types de participants, plutôt 3 pour être tout à fait complet. Le premier type de participants regroupe les représentants des juridictions d'Afrique francophone et des hautes cours de justice qui sont présentes ou représentées au Bénin. On a adressé des invitations à la République centrafricaine, au Niger, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Donc, ces pays se sont fait représenter, ces hautes cours de justice sont représentés. Et il y a des acteurs institutionnels divers qui sont intéressés. Le deuxième type de participants est constitué d'universitaires, experts, internationaux et nationaux qui sont venus d'un peu partout dans le monde. On a des Français qui vont participer par visioconférence, des Camerounais, des Béninois, bien évidemment, Nigériens, Burkinabés, donc des universitaires qui sont venus en tant qu'experts, mais également des
enseignants du Bénin, des chercheurs du Bénin qui sont intéressés par cette thématique. Et troisièmement, il y a des gens qui relèvent du grand public, qui ne sont pas forcément des spécialistes du droit, mais qui sont sensibilisés par ces questions qui touchent en réalité à l'enracinement de l'état de droit et à la démocratie de notre pays. D'accord. Très rapidement, au cours de cette rencontre, est-ce qu'on peut espérer une révision de la loi organique de la Haute Cour de justice ? La révision de la loi organique pourra intervenir dans la foulée de ces assises. Vous savez, l'initiative des lois appartient au Bénin, telle que la Constitution l'a prévu, au président et à l'Assemblée, enfin au gouvernement et à l'Assemblée. La Haute Cour de justice n'a pas l'initiative des lois. En revanche, nous avons bon espoir que les enseignements scientifiques, les préconisations, les propositions d'évolution, d'amendement, de révision, qui seront issus de ces travaux de haute volée scientifique, permettront de nourrir le débat institutionnel sur la façon de faire évoluer cette institution, mais pas qu'au Bénin. Au Bénin, mais également, telle est la vocation de ce colloque en Afrique francophone. Alors, nous sommes au thème de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot pour les participants à ce colloque qui démarre dès demain ? Mon mot est d'abord un mot de remerciement à l'endroit de tous nos partenaires. On organise ce colloque en coopération avec l'association, l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques, mais également un mot de remerciement au gouvernement et au premier titre, le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, qui en a autorisé la tenue. Et enfin, à toutes les personnes qui sont intéressées par ce colloque, de leur dire les rassurer que le mouvement est en cours, que les réflexions sont en cours, et que la Haute Cour de justice ne se satisfait pas, n'est pas dans une situation qui consiste à se complaire de la situation juridictionnelle qu'elle vit aujourd'hui, qu'elle connaît, et à engager un mouvement pour réfléchir, pour être un acteur de sa réforme, d'ailleurs dans la logique de réforme des institutions voulue par le chef de l'État. Merci Dario Degboué d'avoir été l'invité de ce journal. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Haute Cour de justice. Merci. Ce journal se poursuit. Depuis quelque temps maintenant, le réseau Patrice Talon 21 a entrepris son extension dans l'ensemble du pays. Dimanche dernier, la commune d'Alada s'est manifestée en faveur de ce réseau en acceptant de contribuer à l'atteinte des objectifs. Marcela Rossi. De façon solennelle, le RPT 21 vous envoie en mission ce jour. L'engagement est pris. Alada et ses arrondissements sont favorables au réseau Patrice Talon 21 qui pose à présent ses bases. Désormais, vous avez la responsabilité et la grande mission de conduire les destinées du RPT 21 dans toute la commune d'Alada. Félicitations à toute l'équipe et plein succès dans la suite des travaux. Et l'occasion s'offre à cette jeunesse de témoigner son affection au chef de l'État et à ses œuvres. Des motifs de joie, il en existe pas mal ici. Ce que plusieurs chefs d'État ont mis des décennies et n'ont pas pu le faire. Le président, en quelques jours, après la prise du pouvoir, l'a fait en donnant la préfecture à Alada, qui est le chef-lieu du département de l'Atlantique. Ce qui a permis l'arrivée de plusieurs directions départementales. Le projet de la construction des musées, la construction de la caserne militaire de l'arrondissement d'Aranozoudan à Alada, la construction de l'hôpital de zone est devenue une réalité. La réalisation du pont de Long à Gomé, reliant la commune de Bopa à celle d'Alada. L'électricité pour tous, le microcrédit à l'AFIA aux plus pauvres, le projet H est pour ne citer que cela. Maintenir le cap, ce réseau reste fidèle à son principe. Là où il y a des ténèbres, nous devons amener la lumière. Là où il y a la malcompréhension, nous devons amener la compréhension. Une particularité à cette étape de l'extension du réseau Patrice Talon 21, la participation d'autres mouvements déjà en exercice ici et partageant la même vision. Dans le reste de l'actualité, l'autorité de régulation de l'électricité organise une séance d'information et de sensibilisation des parties prenantes sur le règlement de service de la SPEE. Par la même occasion, le réseau francophone des régulateurs de l'énergie s'est réuni autour du thème accès des tierces au réseau de transport et de distribution de l'électricité. Lénaï Kagbazaou, Rodrigue Blondouma.
Sa mission, veiller à la préservation des intérêts des consommateurs et assurer la protection de leurs droits en ce qui concerne le tarif, la fourniture et la qualité de l'énergie électrique. C'est donc conformément à ces attributions que l'autorité de régulation de l'électricité, ARE, a pris une décision portant adoption du règlement de service de la SBEE. Un test que les différentes parties prenantes sont ici invitées à s'approprier. Le règlement de service fixe et développe les règles administratives, techniques, juridiques, financières et commerciales de la fourniture de l'énergie électrique aux clients, y compris les règles déjà énoncées par la loi, le contrat de performance ainsi que tout autre document régissant le service de distribution. Sont aussi conviés à cette rencontre les membres du réseau francophone des régulateurs de l'énergie, regulae.fr, pour discuter de l'accès des tiers au réseau de transport et de distribution de l'électricité, un atelier virtuel. Aborder la question de l'accès au réseau renvoie à celle du modèle de gestion du système électrique, avec comme principe l'accès non discriminatoire aux infrastructures de transport et de distribution pour l'ensemble des acteurs. Le ministre de l'Énergie se réjouit de l'initiative de cette rencontre à double volet qui, grâce aux apports des participants, va contribuer au renforcement des efforts consentis par l'exécutif dans le secteur de l'énergie au Bénin. Un secteur dans lequel le gouvernement de Patrice Talon a réalisé de nombreuses prouesses. Grâce aux actions hardies qui ont été engagées par le gouvernement dans tous les segments, notamment dans la production, le transport et la distribution, la situation énergétique du Bénin, autrefois marquée par des délestages de longue durée, de très longue durée, dont les conséquences affectaient les différents maillons économiques, s'est significativement, comme quelqu'un l'a rappelé tantôt, améliorée. Elles ont permis de retrouver une plus grande indépendance énergétique, de réhabiliter, de moderniser, de renforcer le réseau électrique, de développer également les énergies renouvelables, parce que j'aime bien dire que nous avons la chance d'avoir un pays doté d'énergie solaire gratuitement. En évoquant Maria Gleta 2 et la première centrale solaire photovoltaïque du Bénin, Jean-Claude Oussou a saisi l'occasion pour annoncer d'autres bonnes nouvelles. Le Bénin est la capitale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine. Et pour ça, nous avons 2 projets importants actuellement en cours, et c'est de là qu'on regardera tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre se tient grâce à l'appui de l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie pour le développement du secteur énergétique au Bénin. L'Union européenne s'est réjouie d'avoir pu contribuer à la matérialisation de cet événement. Le secteur de l'énergie électrique au Bénin a connu une formidable transformation. L'Union européenne se donne aujourd'hui pour objectif d'apporter une nouvelle dimension au partenariat avec l'Afrique dans un esprit gagnant-gagnant. Cet atelier va aussi s'intéresser à la question du marché régional de l'électricité de la CEDEAO, dont la mise en place est en cours. Les acteurs du secteur agricole se sont réunis ce matin au ministère de l'Agriculture. La question de l'écologique et du biologique était au cœur des débats. Jean-Claude James, Daniel Ada. Une rencontre pour parler une fois encore de l'agriculture. Mais ici, l'agriculture écologique et biologique intéresse les participants. Cette initiative, parce qu'elle s'impose aujourd'hui, nous avons un secteur agricole qui est confronté à beaucoup de difficultés, surtout par nos pratiques d'intensification agricole. Et nous devons faire quelque chose pour sauvegarder nos ressources écologiques et les différentes composantes de l'environnement. Ces acteurs de la chaîne agricole se retrouvent grâce à l'appui de la GIZ pour apprécier le chemin parcouru depuis la mise en œuvre de la politique de développement de ce type d'agriculture. À cet égard, vous aurez au cours de cette journée à faire le bilan des actions menées depuis la réalisation de l'étude sur l'état des lieux de l'agriculture écologique et biologique. 2. Élaborer la feuille de route pour 2021. 3. Exposer des produits innovations du sous-secteur de l'agriculture écologique et biologique.
Au terme de cette journée de réflexion, un cadre de concertation verra le jour pour une synergie d'action. Les responsables du projet Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire au Bénin lancent la foire internationale virtuelle édition 2020. Cette foire va permettre aux petites et moyennes entreprises intervenant dans le domaine agroalimentaire d'écouler leurs produits malgré la pandémie de coronavirus. Osenia Deleke et Jules Akoikou pour le point. Accordé aux petites et moyennes entreprises intervenant dans le domaine agroalimentaire la facilité de vendre et de faire connaître leurs produits à travers le monde, malgré la pandémie du coronavirus. C'est l'un des objectifs de cette foire internationale virtuelle FIV-SIVA. Elle va réunir virtuellement cette année des milliers de forains et de visiteurs à travers le monde, ainsi que des formations en ligne. Pas seulement les entreprises que vous appuyez directement dans le cadre de vos interventions sur le terrain, mais également l'ensemble de tous les acteurs du secteur agroalimentaire du Bénin à travers la présente foire qui nous réunit ce jour pour son lancement. Dans ce contexte international marqué par la Covid-19, ce rendez-vous est une première avec l'accent particulier sur le numérique et la digitalisation. C'est un événement emblématique du développement de notre pays, marquant aussi à l'occasion le progrès enregistré par notre pays dans la mise en œuvre du PAG. Je voudrais exprimer également un grand merci à la GIZ pour cette louable initiative riche en diversité économique locale et régionale. Cette foire internationale virtuelle sera basée sur une plateforme de mise en relation entre l'offre et la demande pendant 30 jours, non-stop. Face à ce contexte socio-économique international marqué par la pandémie de la COVID-19, ce rendez-vous vient encore une fois prouver notre capacité à nous adapter à toute situation difficile au point de développer des approches innovantes pouvant créer de nouvelles opportunités. Par la présence attendue aussi nombreuse des acteurs économiques locaux et régionaux, cette foire va durer de 7 décembre 2020 jusqu'à 22 janvier 2021, avec plus de 2000 forains exposants. Portera sur les expositions des clients la richesse et la diversité de l'économie africaine et béninoise. Le projet Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire au Bénin intervient dans plusieurs domaines, dont le pôle d'innovation, celui des écoles techniques vertes et le pôle agrobusiness. Religion à présent, l'église catholique Saint-Mathieu de Toricada fête son 25e anniversaire. L'événement a été marqué par une messe d'action de grâce au cours de laquelle 25 enfants ont fait leur entrée dans la maison de Dieu à travers le sacrement du baptême. Axel Dancy, Rodrigue, Blandouma. Ambiance hier normale, aujourd'hui inhabituelle en contexte Covid. Toricada, tout geste barrière dans l'âme, n'a su renoncer à l'accueil des grands jours pour recevoir le prélat de Cotonou. On est ici en pleine os d'argent de la paroisse Saint-Mathieu de Toricada. Nous sommes à quelques kilomètres de Cotonou. Ici, les festivités s'ouvrent par une célébration eucharistique. De la procession à l'homélie du Père, l'heure était au recueillement. Moment de prière, mais aussi de joie. Monseigneur Roger Rongbedi, dans son homélie, invite cette communauté chrétienne à la culture de la foi et à la culture des valeurs de Saint Jean-Baptiste. Et nous savons que la conversion, c'est quelque chose qui nous demande de nous ouvrir toujours à Dieu et d'être aussi des modèles comme Jean. Jean est un modèle en ce sens qu'il draine du monde, en ce sens qu'il y a une cohérence dans sa vie entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
eh bien, il y a une cohérence. Et Jean vous invite à cette cohérence pour pouvoir être de véritables modèles. 25 ans de vie communautaire, 25 ans de vie de création d'une église qui a fait du chemin. Saint Mathieu de Toricada a commencé avec Dosso Ainako qui, avec son ami Antoine qui était à Ouida, a rencontré Jésus-Christ, est venu à Toricada, il a rassemblé ses amis et ils essayaient d'apprendre le français un peu, et dans ce creuset, il a commencé par leur parler de la bonne nouvelle et c'est ainsi que ça a commencé. Lui-même, il a été baptisé le 28 décembre 1924. Et quand les autorités communales présentes à cette messe d'action de grâce s'offrent un aperçu des merveilles qui s'y passent, elles s'en réjouissent. C'est une action de grâce pour les merveilles de l'Éternel de Tout-Puissant dans notre vie d'abord et pour les 25 ans de création de la paroisse Saint-Mathieu de Toricada. Célébration des noces d'argent d'une paroisse en plein chantier. 25 enfants sont entrés dans la famille de Dieu par le sacrement du baptême. 25 ans d'évangélisation, vivement les noces d'or. Hors du Bénin, les premiers vaccins contre le coronavirus sont administrés au Royaume-Uni. La première femme à l'avoir reçu encourage les autres à faire l'expérience. Au lendemain du vote au Ghana, les partisans des candidats affichent une certaine sérénité. Rachidat Biamama. Les Ghanéens ont voté lundi pour choisir leur président dans un duel où s'affrontaient le sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur et rival de toujours John Mahama, un scrutin où le pays joue sa réputation de modèle démocratique. À Jamestown, le quartier historique d'Accra, les partisans des deux principaux candidats ont chanté et dansé dans les rues juste après la fermeture des premiers bureaux de vote à 17h GMT. Le vote était si serein, tout était si calme. Et les Ghanéens, vous savez, comme ils étaient démocratiques, ils se sont rendus aux urnes de manière très simple, très sereine pour voter. Nous accompagnons le vainqueur, quel qu'il soit, mais nous prions pour que la meilleure personne sorte victorieuse. C'est donc ce que nous espérons et prions. Je ne peux pas dire qui va gagner. Nous attendons les résultats certifiés par la commission électorale. Donc, quel que soit le vainqueur, nous le suivrons. Cette personne est notre président. Plus de 17 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir entre 12 candidats à la magistrature suprême, dont 3 femmes, et élire leurs 275 députés. Le vainqueur devra remporter plus de 50% des suffrages. Le Ghana n'a jamais connu de second tour, les plus petits partis dépassant rarement les 1% des voix. John Mahama, 62 ans, et Akufo-Addo, 76 ans, se retrouvent pour la 3e fois consécutive. Et une fois encore, les résultats pourraient être serrés. En 2012, le premier l'avait emporté avec 50,7% des voix. Puis en 2016, ce fut son grand rival avec 53,8%. Adversaires politiques historiques, ils se sont toutefois engagés à respecter les résultats et à garantir la paix et la sécurité. Le Royaume-Uni a lancé ce mardi sa campagne de vaccination contre la Covid-19, la première dans un pays occidental, au moment où, aux États-Unis, plus de 20 millions de Californiens ont renoué avec le confinement. Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans, est devenue la première patiente au monde à recevoir le vaccin.
de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech, près d'une semaine après le feu vert donné à son déploiement dans le pays le plus endeuillé d'Europe, avec près de 61 500 morts. Les caméras de télévision ont montré la nonagénaire hospitalisée à Coventry, dans le centre de l'Angleterre, en train de recevoir la piqûre, assise dans son fauteuil et échangeant paisiblement avec l'infirmière. La première bénéficiaire du vaccin encourage à se faire vacciner. C'était bien. Je n'étais pas du tout inquiète. C'était vraiment bien, oui. Je vous dirais de foncer. Allez-y parce que c'est gratuit et c'est la meilleure chose qui soit arrivée pour le moment. Alors, allez-y. C'est ce que je vous dis. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. La majorité de la population britannique devra toutefois attendre 2021 avant de jouir de ce vaccin développé par l'Alliance des laboratoires américains et allemands. Priorité étant donnée aux résidents et personnels des maisons de retraite, suivis ensuite par les soignants et les plus de 80 ans. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je ressens. C'est si étrange et si merveilleux, vraiment. C'est pour une bonne cause. Je suis donc très heureuse de l'avoir fait. Aux États-Unis à présent, Joe Biden a choisi l'ancien général Lloyd Austin pour diriger son futur ministère de la Défense, ont annoncé lundi plusieurs médias américains. Il deviendrait, s'il était confirmé par le Sénat, le premier chef afro-américain du Pentagone. Ce général de l'armée de terre à la retraite, âgé de 67 ans, a combattu en Irak et en Afghanistan avant de devenir le premier homme de couleur à diriger le commandement central de l'armée américaine. Joe Biden pourrait officiellement dévoiler son nom dans quelques heures, a précisé Politico, premier média à révéler ce choix. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.